Bonjour, je fais un petit résumé à partir de documents que je trouve sur internet, notamment sur l'encyclopédie libre Wikipédia. C'est orienté vers la maladie mentale qu'on appelle la schizophrénie et qui en fait est une maladie qui regroupe un ensemble de symptômes plus ou moins avec une emphase plus ou moins grande chez les êtres qui en sont atteints. Alors, schizophrénie, ça veut dire esprit, l'esprit scindé. C'est tiré du grec schizo et phrène pour l'esprit. Donc c'est une coupure de l'esprit. Alors c'est une maladie qui est une psychose et dont les signes sont souvent la dissociation mentale accompagnée de troubles cognitifs et également de repli sur soi qu'on appelle autistique. C'est la définition d'ailleurs qu'on retrouve dans la plupart des dictionnaires ici et là. Ici et là. Elle touche en général 1% de la population mondiale et cela quelle que soit la culture. Le traitement, il se fait évidemment à partir d'antipsychotiques. Il y a eu différentes familles. Les premiers antipsychotiques qui sont apparus dans les années 50 ont permis de soulager beaucoup de souffrances chez des personnes qui entendaient des voix constamment et qui ont vu ces voix régresser, voire disparaître. Donc en me fixant un peu à partir du plan de Wikipédia, un petit rappel littéraire, c'est Émile Kraepelin, le psychiatre qui a été le premier à faire une distinction entre la démence précoce et ce que Jeanne Bleuer appellera plus tard vraiment la schizophrénie. Ça se passait vraiment au début du fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, il y a différents types de démence précoce ou schizophrénie. Il y a l'hébéphrénie qui vraiment qualifie une grande désagrégation de la personnalité, la catatonie qui est la forme la plus grave, puis des formes dites paranoïdes avec beaucoup d'hallucinations. Bon, Bleuer, au départ, il a différencié la maladie avec des symptômes prédominants comme les troubles des associations d'idées, des troubles de l'affectivité, des difficultés par rapport au contact avec la réalité et les autres, l'autisme et le syndrome dissociatif. Alors, ça en est suivi de tous les travaux. Et puis, le premier neuroleptique qui est apparu, c'est quand même en 1952, le Largatil, et qui a marqué un tournant dans les soins, parce que jusque-là, on traitait la schizophrénie, je crois, j'ai pas de documents là-dessus, mais je crois que c'était simplement avec des bains, des douches, il n'y avait vraiment pas beaucoup il n'y avait pas de médicaments à disponibilité pour les médecins. Donc vraiment, ça s'est fait comme ça. Alors après, il y a eu des modèles d'explication. On a essayé de chercher les causes de la maladie. Et il y a un des concepts qui est vieux, mais qui s'appelle la double contrainte, qui en fait, c'est une difficulté en fait de communication entre un parent ou les parents et la personne et qui provoque en fait provoque l'éruption de la maladie quoi. Donc cette maladie elle touche 1% de la population mondiale. 1% en France, ça fait à peu près 600 000 personnes qui sont diagnostiquées schizophrènes. Et suivant l'hérédité, on trouve une proportion plus ou moins importante de personnes qui développeront la maladie. Il y a donc 5% si l'un des parents du second degré, cousin, oncle, tante a une schizophrénie. Il y a 5% pour que cette personne développe aussi la maladie. 10% si c'est le père, la mère, le frère ou la sœur. 10% si c'est un jumeau qui souffre de la schizophrénie. 40% si les deux parents sont schizophrènes. Et 50% quand c'est un jumeau identique. Je crois qu'on appelle monozygote ou quelque chose comme ça. Alors, il y a des études qui diraient que la maladie apparaît plus fréquemment chez les personnes qui sont nées en hiver.
Ou alors des modèles, on a pensé aussi que la maman aurait contracté une grippe pendant la grossesse et qui aurait pu qui aurait pu donc déclencher la maladie. Donc il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais de là à incriminer bien sûr la maman dans le fait que son enfant développe une schizophrénie, c'est vraiment quelque chose qui est complètement tordu et qui ne tient plus du tout, qui est vraiment une offense par rapport aux mamans qui ont bien sûr pas décidé, n'ont pas voulu un enfant malade d'une maladie mentale. Euh, Bon, je vais pas m'étendre sur les expériences qu'on a fait sur les souris enceintes, etc. C'est assez technique. Alors, la schizophrénie, on l'associe souvent à des crimes, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de... Enfin, actuellement, depuis quelques années, on montre souvent des reportages télévisés où un schizophrène en phase délirante a assassiné un kidam, quoi, quelqu'un qui passait par là. Et du coup, on voit apparaître la schizophrénie comme une maladie qui est grave pour la société. Et en fait, il existe le même nombre de malades schizophrènes criminels, le même nombre, dans la même proportion, disons, que chez ceux qui n'ont pas la maladie, quoi. Donc c'est vraiment une idée reçue qui est vraiment à barrer, vraiment grand. Il n'y a pas plus de schizophrènes en proportion criminelle que la population normale. Alors le diagnostic il repose sur la constatation par un psychiatre sur les aspects dissociation qui sont pas évidents à mettre en lumière. Et bon, on s'appuie aussi sur des tests neuropsychologiques. En imagerie médicale, par contre, il n'y a pas du tout il n'y a pas pour le moment de choses vraiment qui mettent en avant une aire du cerveau qui serait vraiment liée à la maladie, typiquement schizophrénie. D'ailleurs, la question se pose, est-ce que la schizophrénie est une maladie? C'est vrai que c'est une façon, enfin moi, de manière personnelle, c'est une manière d'être au monde qui n'est pas sans souffrir et qui a besoin d'aide autour de soi, en soi avec les médicaments. Et c'est certainement une manière d'être au monde. Et c'est ce qui peut rendre les schizophrènes intéressants, c'est qu'ils ont par moments des périodes de créativité qui sont assez importantes et qui en font des êtres vraiment originaux et en passant, bah, c'est un petit appel aussi aux infirmiers qui aimeraient bien être, qui hésitent à s'orienter vers la psychiatrie. C'est que certainement ils découvriront l'homme sous un autre aspect. Et puis c'est aussi le fait que, comme la médication agit mieux, il y a plus de dialogue avec les malades schizophrènes qu'il y a quelques dizaines d'années où en phase délirante, la raison ne pouvait rien faire, on avait des difficultés à communiquer avec eux. Alors il y a dans le diagnostic, il y a aussi ce qu'on appelle des diagnostics catégoriels. Il y a celui qui est les deux qui sont très connus, c'est la classification américaine, le DSM, et puis la classification de l'OMS, le CIM. Et bon, il y a une certaine dans le DSM, il y a des critères qui sont caractéristiques. Donc je pense qu'il y en a, je sais plus, 5 ou 6, mais en gros il y a les troubles cognitifs, donc avec des troubles de l'attention, de la concentration, des troubles de la mémoire, des troubles des fonctions exécutives avec des comportements plus ou moins adaptés par rapport à des situations. Et bon, après il y a aussi les hallucinations qui sont fréquentes et bien souvent auditives. Il y a le délire sur des thématiques plus ou moins mystiques ou fantastiques ou paranoïdes. Il y a le langage qui est parfois incohérent et qui va jusqu'à des aphasies. Et puis il y a le comportement qui est vraiment étrange, bizarre. Alors ce que j'ai énuméré là, c'est ce qu'on appelle un peu les symptômes positifs, dits positifs. Ça n'a rien à voir avec
avec une affaire de qualificatif, mais plutôt de fait quelque chose qui s'ajoute par rapport à quelqu'un qui ne vit pas ça. Et il y a son corollaire, forcément, les symptômes déficitaires, dits négatifs, où là, on perd des choses que tout le monde a en général en soi, c'est-à-dire il y a un retrait social, une difficulté qu'on appelle la logie, une difficulté de conversation, une apathie, une perte d'énergie qui va jusqu'à la clinophilie, c'est-à-dire le refuge dans le sommeil pour fuir un peu son monde intérieur qui est vraiment terrifiant, quoi. Et puis aussi il y a une diminution de l'expression des émotions. C'est-à-dire les visages de certains schizophrènes, c'est terne, c'est triste, mais ça ne bouge pas, ils sont inexpressifs, quoi. Alors, bien sûr, il y a des dysfonctionnements au niveau social et professionnel parce que cette maladie rend bien difficile l'insertion sociale et professionnelle surtout. Et par rapport à ce que j'ai décrit comme trouble, il faut savoir que il faut qu'il y ait une durée de ces troubles pour poser le diagnostic de schizophrénie. Je crois que le DSM il met au moins 6 mois pour que 5 troubles parmi ceux que j'ai énumérés perdurent. Bon, alors il y a les présentations cliniques. Ouais, les présentations cliniques, c'est un peu ce que je repassais dessus. Refais un petit raccourci, c'est les symptômes positifs et négatifs qui sont apparus dans les années 80. On a mis beaucoup aussi de mots techniques comme la tynormie, la perte de motivation, l'anédonie avec la perte du plaisir. Après, il y a aussi ce qu'on a appelé à un moment des automatismes mentaux, c'est-à-dire une sorte de vol de la pensée, d'écho, de commentaires de la pensée. C'est limite hallucination, c'est pas totalement scindé par rapport à la pensée, mais il y a des automatismes, on comprend, automatismes mentaux, quoi. C'est Clérambault qui a mis ça en avant. Alors il y a des diagnostics différentiels. Les médecins recherchent des causes organiques, hein, pour voir si, par exemple, il n'y a pas eu des phénomènes d'épilepsie, de tumeurs du cerveau, des troubles de la glande thyroïde, ou, bon, il y a les troubles. Après, il y a une différenciation aussi avec le trouble bipolaire, qui est une autre psychose, mais qui est différente dans sa manière d'évoluer, de qui est différente, quoi. Alors, il y a les formes de schizophrénie qui sont nombreuses, celles qu'on retrouve avec le moins de difficultés, car la personne peut travailler dans ce cas-là souvent. C'est la schizophrénie simple, donc c'est surtout les symptômes négatifs qui sont mis en avant, appauvrissement des amis, appauvrissement des relations amicales, socio-professionnelles, une tendance à l'isolement, au repli. C'est ce que je vis un petit peu moi-même. Mais bon, quand on voit l'évolution, malheureusement, et c'est mon cas, ça évolue lentement vers un déficit de plus en plus marqué. Et c'est vrai qu'avec l'âge, à 46 ans, j'aurais tendance à m'isoler de plus en plus, à me couper du monde tout en travaillant, quoi. Alors une autre forme, c'est la schizophrénie paranoïde. C'est une des formes les plus fréquentes et une des schizophrénies la mieux soignée, mais qui fait vraiment beaucoup souffrir puisqu'il y a apparition du délire et des hallucinations. Et il y a la forme hébéphrénique où la dissociation, l'unité psychique est prédominante. C'est celle qui résiste le plus aux thérapies, quoi. Ça touche essentiellement les adolescents. La forme catatonique, c'est-à-dire que la personne est figée dans des comportements comme une poupée, comme un mannequin, bon, elle se soigne aussi évidemment. La forme dysthymique, et là on peut parler de troubles schizoaffectifs. Il y a un mix entre la schizophrénie, c'est-à-dire le retrait social, l'autisme, les hallucinations
et la dissociation. Et puis aussi, il y a une part d'émotivité, de symptômes dépressifs, voire suicidaires qui sont présents aussi. D'où l'appellation schizoaffectif, schizophrénie et affectivité qui est déréglée en fait. Donc ça se soigne, c'est pas facile à diagnostiquer, mais on en parle de plus en plus. Alors après, il y a des formes que je ne connais pas. La forme pseudo-névrotique, ce serait une forme avec des symptômes de névrose, hystérie, phobie, anxieuse, obsessionnelle plus importante. Alors il y a une forme où là, c'est assez complexe, héboïdophrénique. C'est-à-dire ça apparaît plutôt chez les adolescents qui auraient un comportement d'opposition assez important par rapport à l'entourage, avec des troubles de la pensée, des phrases élégantes et surtout une impulsivité assez importante. Alors après, là c'est la partie la plus difficile pour moi. J'avais tenté de la faire sur une autre vidéo, mais c'est assez difficile pour moi. C'est le modèle étiologique, c'est-à-dire les causes de la maladie, notamment sur le plan biologique. Il y a ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la dopamine, cette petite information chimique qui va je l'appelle information chimique qui va de neurone en neurone et qui est dysfonctionnante chez le schizophrène. Et les neuroleptiques viennent réguler un petit peu la dopamine, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, car il y a des sortes euh, de sections par rapport aux neurotransmetteurs qui sont captés, renvoyés, remis, freinés. Donc on parle beaucoup de dopamine, c'est à retenir, dopamine, neuromédiateur, et la sérotonine aussi qui agit beaucoup, qui dysfonctionne chez le schizophrène. Mais bon, en passant, le modèle chimique des molécules dites neuroleptiques, il agit, on sait comment il agit. Normalement, ça devrait agir pareil chez tout le monde. Malheureusement, je crois qu'il y a un tiers des personnes où ça n'agit pas du tout comme le modèle théorique pourrait le laisser entendre. Et d'où la difficulté, une grande difficulté, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est assez difficile, quoi. Alors quand on fait une imagerie médicale, IRM, bon, il y a des petites anomalies au niveau du lobe temporal. euh, donc je ne sais plus où est le lobe temporal, mais il y aurait des petites modifications, des anomalies au niveau du lobe temporal chez dans les cerveaux d'adolescents qui sont schizophrènes. Alors les facteurs génétiques, bien sûr, on en parle beaucoup, les facteurs environnementaux aussi. C'est une maladie en fait qui se déclare généralement à l'âge du jeune adulte, c'est-à-dire entre 18 et 25 ans. Et bien sûr, il y a un facteur environnemental, c'est-à-dire au départ, s'il y a une vulnérabilité, une hypersensibilité de la personne, il y a comme le verrou quoi, qui saute entre le psychisme et ce que exprime la personne ou ce que ressent la personne, et les phénomènes environnementaux peuvent être remis en cause, quoi. Un stress trop important par rapport à, par exemple, par un deuil d'un proche, et bon, ça peut être le basculement dans la maladie, quoi. Alors c'est sûr qu'un des facteurs qui déclenche la maladie, ça on ne le dira jamais assez, c'est aussi l'absorption de substances toxiques telles que le cannabis ou n'importe quelle drogue. Et quand on bascule dans la schizophrénie, c'est pas pour une petite crise quand elle est diagnostiquée de quelques semaines voire quelques mois. C'est toute la vie, et ceux qui veulent se droguent, ils se savent fragiles, qui ont déjà eu des hallucinations importantes, savent à quoi s'en tenir en m'écoutant. Si vous basculez dans l'absorption de cocaïne ou je ne sais quel crack ou autre, même cannabis, vous augmentez fortement la probabilité d'attraper la maladie, hein. Ça c'est clair que c'est démontré, et le cannabis c'est vraiment il impacte quoi, il impacte la schizophrénie et il précipite la maladie, hein.
Alors les études vont pas toujours dans ce sens-là, hein. On sait aussi qu'il y a des personnes, sous cannabis, ils se sentent mieux avec la maladie. C'est ça qui est assez terrible, mais derrière, il peut y avoir une décompensation absolument terrible. Et après, une mise en, comment dire, en garde à vue ou l'intervention de la police pour calmer la personne qui ne sera pas forcément tout de suite l'hôpital psychiatrique, j'ai envie de dire, ce sera peut-être la cellule d'abord, et puis conséquences sont graves, quoi. Moi j'insiste beaucoup vraiment, jamais consommer substances illicites comme on dit, et quand on est sous médicaments, bien sûr, c'est aussi l'alcool. Je ne sais pas s'il y a un article sur l'alcool, mais l'alcool est important aussi. Alors au niveau neurobiologique, bon, c'est là je suis pas trop chaud pour en parler parce que c'est pas tellement mon rayon, mais il y a un facteur de risque assez important au niveau neurobiologique. Comme j'en parlais tout à l'heure, il y a un dysfonctionnement au niveau dopaminergique. Et puis dans tous les aires du cerveau, il y a des choses qui fonctionnent plus vite ou moins vite. Mais les deux mots si les personnes veulent faire des recherches plus poussées, les deux mots à rechercher, c'est vraiment la dopamine et la sérotonine. Et tout ce qui tourne autour, l'explication neurobiologique, les glutamates, les récepteurs NMDA, tout ça, ça touche un petit peu au fonctionnement normal du cerveau d'un schizophrène, quoi. Du coup apparaissent des troubles cognitifs qu'on peut mettre en avant avec des tests de type psychométrie, voilà. Alors pour ma part, j'ai eu des électroencéphalogrammes, c'était en 1991. Et à l'époque, je riais, enfin, à l'époque, je riais pas du tout, non, je souffrais beaucoup, mais avec le recul, je me souviens que avec tous les électrodes sur le cerveau, ma pensée fonctionnait en récitant des Ave Maria. Alors, le délire dans lequel j'étais en plein hôpital psychiatrique. Donc, bon, les différentes techniques d'imagerie médicale ont essayé d'être combinées pour mettre en évidence des différences de fonctionnement cérébral. Bon, je le répète, c'est surtout c'est au niveau des lobes frontaux, de l'hippocampe et des lobes temporaux qui auraient des fonctionnements différents, quoi. Donc, alors, la comorbidité, l'espérance de vie des schizophrènes, en tenant compte bien sûr du nombre de suicides qui est assez important, je crois il y a un nombre, je ne dis pas le chiffre exact, mais je pense que c'est 10% des diagnostiqués schizophrènes qui se suicident. L'espérance de vie est diminuée du coup de 10 à 12 ans, quoi, par rapport à la moyenne, qu'on constate dans la population normale. Alors il y a eu des traitements chirurgicaux, hein, dans les apparitions de la maladie. Au tout début, il y a eu la lobotomie, qui est vraiment un truc, on se dit, ça fait très très peur. Aller un peu creuser dans le cerveau pour essayer de freiner quelque chose. Et puis bon, évidemment, sont arrivés dans les années 50 les premiers antipsychotiques. Alors, il y a plusieurs familles. D'abord les antipsychotiques qui contribuent à atténuer certains symptômes, mais avec des effets secondaires qui sont assez importants, d'où l'adjonction de correcteurs. Puis il y a une deuxième génération d'antipsychotiques qui sont arrivés avec ce qu'on appelle des antagonistes de la dopamine. Alors vous chercherez antagonistes de la dopamine, la sérotonine, c'est le fonctionnement, hein, au niveau des neurones spécifiques à cette médication. Il y a des soins aussi par injection intramusculaire, c'est souvent pour les personnes qui ont du mal à prendre leur traitement ou qui ne le prennent pas. Ils bénéficient d'une injection intramusculaire avec le produit qui se diffuse et qui agit pendant 2, 3 ou 4 semaines, je pense, et qui permet un meilleur suivi du coup, parce que bon, on ne sait jamais si la personne prend ces petites pilules, comme on va dire, donc il est primordial d'avoir un traitement, quoi.
Il y a un mot qui me vient en tête qui n'est pas dans le dictionnaire, c'est le mot compliance. Compliance. C'est l'acceptation du patient avec son psychiatre de prendre son traitement. C'est un mot qui me revient comme ça. Donc la compliance, elle doit être importante. Et il ne faut pas cacher ce qu'on a sur le cœur en consultation. Il y a un secret médical. Et c'est important de dire ce qui se passe dans la tête, même les choses les plus atroces, que ce soit criminelles, sexuelles ou délirantes. Le psychiatre a besoin de matériaux pour travailler. Donc, alors, il est dit ici sur Wikipédia que l'un des meilleurs neuroleptiques est la clozapine. C'est le médicament qui est le plus efficace et aussi le plus difficile à mettre en œuvre parce que il agit au niveau des globules blancs, je crois. Donc une prise de sang régulière et il faut faire très attention. Mais on m'avait déjà dit, dans mon cas personnel, au niveau j'ai attrapé un torticolis spasmodique avec des anciens médicaments, que le Leponex et la clozapine, quoi. Le Leponex est le médicament le plus efficace. Alors les interactions entre l'alcool et les neuroleptiques, alors là c'est assez frappant de constater que en fait c'est totalement incompatible, hein. On peut être très bien avec les deux en même temps pendant quelques temps, ou être très mal, ou passer par des états intermédiaires. La solution, c'est pas d'alcool tant qu'on a des médicaments et tant qu'on est suivi en psychiatrie pour cette pathologie, quoi. Après, il y a l'aspect thérapeutique qui est important, ce qu'on appelle la remédiation cognitive. On réapprend aux personnes à faire des gestes simples, à prendre les transports en commun, je pense, à se faire de la cuisine. C'est ça, c'est pas la remédiation cognitive, mais c'est une manière de réapprendre des réadaptations psychosociales plutôt, cela. Essayer d'apprendre à la personne des habilités d'entraînement dans la vie quotidienne, à faire des choses simples, qui paraissent simples pour tout le monde, mais qui sont particulièrement difficiles pour les personnes qui vivent cette maladie. Alors, il y a la remédiation cognitive, car les neuroleptiques, malheureusement, n'agissent pas beaucoup sur les types troubles cognitifs. Au niveau des troubles attentionnels, au niveau de la mémoire et exécutif, il y a encore beaucoup de personnes qui sont handicapées par ça. Et donc il y a des techniques pour essayer de réapprendre un petit peu tout ça. Alors, les rôles des facteurs culturels et sociaux dans l'évolution, ça c'est quelque chose que je connais pas du tout. Mais c'est curieux, une étude de l'AMS dirait qu'il y aurait plus de guérison dans les pays pauvres qui ne bénéficient pas des mêmes techniques que dans les pays occidentaux. Peut-être parce que, enfin, moi intuitivement je me dis les familles prennent beaucoup plus vite en charge en Afrique par exemple quelqu'un qui est malade que nos pays occidentaux dits riches où la personne est livrée, si on peut dire, aux mains des médecins et à l'hospitalisation. Alors les schizophrènes célèbres, bien sûr il y a le célèbre prix Nobel de sciences économiques John Nash dont le film Un homme d'exception montre la vie, qui a beaucoup souffert et qui a réussi à obtenir un prix Nobel. Après il y a des personnes hors de tête que, bon, bien sûr Vincent Van Gogh, Bobby Fischer, un champion d'échecs, il y a des tueurs en série comme Robert Succo. Il y a des personnes que je ne connais pas, mais il y a l'écrivain romancier bien sûr Antonin Artaud. Il avait écrit Le Double et son théâtre, donc ça va être assez. Il va y avoir pas mal de choses là-dessus. Au niveau des films, alors je vais tous les énumérer, il y en a 6 apparemment. Il y a Givré de Harris Goldberg avec Matthew Perry, il y a bien sûr Un homme d'exception. Il y a Fight Club de David Fincher, il y a Peur primale de Gregory Hobbit, Shutter Island de Martin Scorsese et Répulsion de Roman Polanski. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu
de tout ce qu'on peut voir sur Wikipédia. Donc je vais laisser le lien parce que je crois que c'est important de laisser un petit peu d'où j'ai sorti toutes ces informations. Vous aurez peut-être constaté pour certains d'entre vous des incohérences dans ce que j'aurais pu dire ou des choses qui se recoupent pas bien ou qui se recoupent. Moi, au niveau du vécu, c'est nous qui vivons seul à l'intérieur, on est passé par on parle le jeu, pas le nous. Le jeu, je suis passé par des troubles schizophréniques intenses pendant les 10 premières années suivies. Et les 10 années qui ont suivi après, il y a eu une insertion sociale, professionnelle, qui est devenue normale. Mais comme je le citais, à mon avis, chez moi, les troubles dits négatifs augmentent. Je suis de plus en plus enclin à m'isoler. Et je fais cette vidéo dans le silence pendant que ma puce est partie faire des courses. Et donc, les pronostics sur le long terme, on ne connaît pas trop. On avance avec les médicaments, avec les thérapies, avec un ensemble de techniques qui peuvent améliorer de mieux en mieux la vie des personnes qui vivent cette maladie. L'important, surtout, ce que je reviens là-dessus, l'important, c'est de se faire soigner rapidement. C'est-à-dire, si une famille voit une personne avec des comportements bizarres, une forme d'isolement vraiment maladif, une baisse dans les résultats scolaires spectaculaires ou des propos bizarres, on peut en rire dans un premier temps, mais c'est vraiment aller vers un spécialiste, donc d'abord vers le médecin traitant qui orientera éventuellement vers le psychiatre. C'est quelque chose de vraiment important à faire. Et après, ça sera soit il y aura un diagnostic ou pas. Ce sera peut-être une simple BDA, comme on dit, une bouffée délirante aiguë. Et tant mieux pour la personne. Mais elle sera certainement suivie encore par la suite, une fois ou deux fois par an. Alors mon vécu, je peux en parler. C'est mon vécu. Là, je suis en arrêt de travail en ce mois de décembre. J'ai vécu des moments difficiles, une surchauffe, un stress important, et je pense que je pouvais plus tenir, j'étais à bout de souffle, quoi. Donc l'important, c'est de bien prendre son traitement, avoir une hygiène de vie, notamment faire du sport, bien manger. Enfin, on va se dire c'est l'idéal, quoi. L'idéal, mais tendre vers ça, c'est important, quoi. C'est quelque chose qui est important et qui apportera vraiment beaucoup de mieux-être. Sinon, que dire encore? Les traitements évoluent, hein, c'est de plus en plus pointu, les Américains sont à la pointe, il y a beaucoup de nouveaux neuroleptiques qui sont en essai actuellement, je sais pas si c'est entre 15 et 30 je crois, donc la panoplie s'étend pour le psychiatre, et il manque de psychiatres en France, donc j'en profite aussi pour faire un appel à ceux qui sont étudiants étudiants infirmiers par exemple, ou étudiants en médecine. C'est un beau métier psychiatre parce que franchement, bien sûr, vous voyez des gens qui délirent, qui prennent la vie d'un côté complètement délirant, mais aussi ça apporte beaucoup de lumière. Ils apportent beaucoup de lumière parce qu'ils donnent une image de l'inconscient, si on peut dire, un peu qui est un peu chaotique chez beaucoup d'entre nous. Et maintenant il y a, avec la médication qui est beaucoup plus importante et qui agit beaucoup mieux, il y a un dialogue qui peut s'instaurer entre le patient et le médecin, et qui était moins fréquent il y a cela 30 ou 40 ans, où vraiment là il y avait beaucoup de délire, quoi. Et puis j'ai fait ce document un petit peu tout seul, j'aurais voulu le faire avec d'autres personnes, mais bon, je l'ai réalisé, voilà. Vous aurez quelques photos pour agrémenter un peu la lecture de ce document.